avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui, vous qui êtes ici présents, ou bien vous beaucoup plus nombreux qui nous suivez par visioconférence pour cette deuxième rencontre scientifique organisée à la fois par l'Institut Veolia et par l'ADES, le département des expertises scientifiques et technologiques. Alors, l'objectif de ces rencontres, c'est de promouvoir et de rendre accessibles les connaissances scientifiques sur les enjeux de santé environnementale. Évidemment, c'est important parce que cela contribue directement à l'amélioration de la santé publique. C'est plus particulièrement important pour nous à Veolia, puisqu'à chaque fois que nous travaillons dans l'eau potable, dans l'assainissement, dans le traitement des déchets, dans l'énergie afin de diminuer les émissions atmosphériques, nous contribuons directement ou indirectement à la santé publique. C'est donc pour mieux connaître les relations entre environnement et santé publique que nous organisons ces rencontres et nous y accueillons des scientifiques de très haut niveau qui viennent, et nous les en remercions chaleureusement, partager avec nous leur expérience et puis les dernières avancées de la science sur ces thèmes-là. En novembre dernier, nous avons accueilli le professeur Yves Lévy, qui nous avait brillamment exposé l'impact des polluants chimiques sur la santé humaine et sur l'environnement. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le bonheur d'accueillir Marie-Cécile Ploix et Christophe Dago, qui vous expliqueront dans un instant les problèmes liés à la résistance aux antibiotiques. Je vous invite à profiter pleinement de ces échanges. Il y aura une phase de questions-réponses après les interventions de Marie-Cécile Ploix et de Christophe Dago et que vous pourrez prolonger ensuite lors du cocktail déjeunatoire auquel vous êtes tous conviés. Je remercie évidemment Philippe Sébrac et toute la DEST d'avoir contribué à organiser ces rencontres avec nous. Et sans plus tarder, je lui passe la parole pour qu'il nous présente davantage nos deux invités. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, l'antibiorésistance, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène dont on observe des signes avant-coureurs depuis de nombreuses années. Et c'est la prolifération de gènes qui permettent aux bactéries de résister aux antibiotiques. Donc, c'est un sujet a priori majeur de santé publique, mais qui ne transparaît pas encore dans le quotidien du grand public ou de nos exploitants. Et donc, c'est notre rôle au sein de DEST d'essayer de voir loin. Et donc, ça fait 5 ans que nos experts assurent une veille scientifique sur le sujet et interagissent avec la communauté scientifique, et notamment l'Académie des sciences et l'Université de Limoges, qui conduisent des travaux de recherche sur le terrain afin de mieux comprendre la réalité et l'ampleur du phénomène. Donc les questions qui vont être abordées ce matin, c'est est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que nous savons? Sommes-nous concernés? Et que pouvons-nous faire à titre collectif et à titre individuel? Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 2 experts éminents, reconnus à l'échelle mondiale sur le sujet. Donc Marie-Cécile Ploix, professeure en microbiologie à la faculté de médecine de Limoges, docteur en pharmacie, coordinatrice nationale et européenne de comité de recherche sur l'antibiorésistance. Et Christophe Dago, professeur à l'Université de Limoges, directeur adjoint chargé de la transition écologique pour un développement soutenable à l'ENSI, le NSCI de Limoges, qui sont des écoles que nous connaissons bien, et responsable de l'axe résistance et environnement au laboratoire ResinFit. Et pour animer le débat, au centre, vous avez Charlotte Arnal, qui est l'experte d'Est référente sur la question de l'antibiorésistance. Sans plus tarder, je laisse la parole à Charlotte et à nos invités pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, merci Nicolas, merci Philippe pour cette introduction. Et bonjour à tous. En tant qu'expert en microbiologie environnementale, j'ai le plaisir d'animer ce VTalks aujourd'hui, avec nos 2 invités prestigieux, Marie-Cécile Ploix et Christophe Dago, qui sont les spécialistes du sujet. Et donc je vais me faire un petit peu le porte-parole de toutes les questions que tout chacun peut se poser sur l'antibiorésistance. Donc les antibiotiques, tout le monde sait ce que c'est. Pour en avoir consommé au moins une fois dans sa vie, que ce soit de la pénicilline, de l'amoxicilline ou de l'érythromycine, ces médicaments ont permis de faire reculer de manière considérable
la mortalité liée aux infections bactériennes et depuis leur invention au XXe siècle. Et malheureusement, aujourd'hui, donc, du coup, le revers de la médaille, c'est que leur utilisation massive et répétée les rend moins efficaces et peut conduire à l'apparition de bactéries qui deviennent résistantes à ces médicaments. Donc, ce qui pourrait nous empêcher demain de soigner des infections courantes. C'est déjà un problème de santé publique aujourd'hui, puisque les experts internationaux considèrent qu'il y a à peu près 1 million de décès dans le monde suite à l'antibiorésistance, et à tel point que l'OMS a déclaré en 2015 que c'était l'une des 10 plus grandes menaces pour l'humanité. Donc, en plus d'être une menace de santé publique, c'est également un problème pour l'environnement, puisque les antibiotiques que nous consommons se retrouvent dans les eaux usées et entrent ainsi dans le cycle de l'eau. Donc, nous l'aurons tous compris, du coup, c'est donc une problématique qui nous concerne tous aujourd'hui, que ce soit à titre individuel, collectif, ou encore par notre profession en tant qu'opérationnel de l'eau et du traitement des déchets. Alors, pour commencer concrètement cette rencontre, Marie-Cécile, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est l'antibiorésistance, dont on entend de plus en plus parler? Oui, alors on peut peut-être passer, si tu le souhaites, les diapositives. Donc, la résistance aux antibiotiques, en fait, alors déjà, il faut avoir conscience que c'est un phénomène naturel. Les bactéries, certaines d'entre elles, résistent naturellement aux antibiotiques. Pourquoi? Parce que la plupart des antibiotiques sont synthétisés par des bactéries ou des champignons du sol, et que ces mêmes bactéries, pour ne pas être tuées par leur propre production, elles ont des mécanismes de résistance. Et dans l'écosystème du sol, il y a des bactéries qui ont des résistances aussi. Donc c'est un phénomène naturel. Après, ce qu'on voit, et pourquoi ça prend de l'ampleur et que c'est un phénomène de santé publique, c'est que le fait de prendre des antibiotiques, ce qui est très bien en soi, parce qu'il ne faut pas oublier de rappeler que les antibiotiques sauvent des millions de vies chaque jour, mais le fait de prendre des antibiotiques, comme vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'effet pression de sélection. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez ici sur cette diapositive en jaune des bactéries sensibles à l'antibiotique et en rouge des bactéries résistantes. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Si on ne fait rien, cet équilibre n'a aucune raison d'être modifié. Si maintenant on maintient une pression de sélection antibiotique, bien les sensibles, c'est tout simple, vont être tués, et les résistantes vont perdurer et vont donc pouvoir elles-mêmes se développer et être les principales. Et c'est comme ça qu'on arrive à des bactéries résistantes aux antibiotiques sous l'effet de la pression de sélection. On reviendra plus tard, il n'y a pas que les antibiotiques qui exercent cette pression de sélection. Et justement, donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer le lien qu'il y a entre ces antibiotiques, ou plus généralement les antimicrobiens, et l'apparition de cette antibiorésistances? Alors, effectivement, il y a un lien. Il y a un lien direct, même s'il y a des choses plus complexes, mais il y a quand même un lien direct qui est représenté ici. Vous avez ici en bas la consommation de pénicilline dans différents pays, donc en quantité. Et puis, sur l'axe des ordonnées, vous avez, c'est l'exemple d'une bactérie qu'on appelle le pneumocoque, avec laquelle vous vivez très bien, parce qu'on n'en a pas tous, mais on a un certain nombre à en avoir dans la gorge. Mais ça peut donner des infections graves. Et donc, vous avez en ordonnée le pourcentage de pneumocoques résistants aux pénicillines. Et vous voyez qu'il y a une corrélation directe entre la consommation et la résistance. Bon, en rouge, en haut, il y a la France. Bon, ça, c'était dans les années 2000, je crois. Oui, c'est ça, 2000. Et donc, depuis, ça s'est amélioré. Mais voilà, on voit bien que et que les pays qui ont une faible consommation de pénicilline, ils ont aussi un faible taux de pneumocoques résistants aux antibiotiques. Donc, il y a un lien direct. Merci. Mais finalement, du coup, l'homme est-il le seul concerné par cette problématique ?
Alors non, l'homme n'est pas le seul concerné. Donc il y a effectivement... pendant très longtemps, on a pensé, c'est le haut de la diapositive, que la résistance aux antibiotiques, c'était un problème que chez l'homme, et pas que chez l'homme, on a pensé que c'était un problème que à l'hôpital, en se disant, en ville, il n'y a pas de problème. Alors qu'en France, juste pour rappel, plus de 90% des antibiotiques sont prescrits en ville, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas le même système de santé. Par exemple, aux Pays-Bas, 90% des antibiotiques sont prescrits à l'hôpital, mais ce n'est pas la même taille de pays et pas la même structure. Donc pendant longtemps, on a pensé que c'était un problème que d'hôpital. Après, on s'est rendu compte que c'était un problème de la ville, un problème dans les EHPAD. Et puis, toujours en regardant que l'homme, eh bien, il y a aussi la dimension du voyage. Souvent, quand je fais cours, je demande aux étudiants qui n'a jamais pris l'avion de sa vie. Ils sont 3 à lever la main sur 50. Je posais la même question il y a 20 ans, ils étaient 47 à lever la main sur 50. Donc voilà, il y a une démocratisation aussi des voyages qui font que quand on voyage, on transmet aussi et on peut aller récupérer des bactéries ou transmettre des bactéries résistantes. Mais on l'a vu longtemps, et puis après on a commencé à s'intéresser aux animaux, essentiellement aux animaux d'élevage. Et puis, depuis moins longtemps, aux animaux domestiques et le rôle qu'ils jouent. Et puis aux animaux sauvages qui vivent autour de nous, les rats, les lézards, les hérissons, voilà. Et puis, depuis, on va dire, le début des années 2000, par là, un peu plus, aux eaux usées et vraiment au rôle de l'environnement. D'où le fait que c'est vraiment un sujet One Health, une seule santé. Et alors on a tendance, c'est toujours plus facile de dire que c'est la faute de l'autre. Donc vous parlez à des docteurs de médecine humaine, ils disent « Ah non, mais nous c'est compliqué, regardez tout ce qui se passe en médecine animale, en médecine vétérinaire. » Et vous parlez avec des vétérinaires ou des éleveurs, ils vous disent « Ah non, mais nous on est nickel, regardez ce qui se passe chez les docteurs. » Alors ça n'a aucun sens de dire ça parce que ça ne fait pas avancer les choses. C'est vraiment une dimension globale, mais en tous les cas... Évidemment, ça concerne les animaux, mais quand on le ramène en termes de biomasse corporelle, il y a plus de consommation d'antibiotiques chez l'homme que chez l'animal. Et en revanche, le monde vétérinaire, le monde animal, c'est vraiment accaparer cette problématique. Et vous voyez avec des chiffres extrêmement importants en termes de diminution de consommation des antibiotiques, avec un effet, c'est le bas de la diapo, avec un effet direct aussi sur la baisse de la résistance aux antibiotiques chez les animaux de production. C'est un peu moins compliqué chez les animaux de compagnie, d'ailleurs un peu plus compliqué. D'ailleurs, vous voyez que la réduction chez les animaux de compagnie, elle n'est que de 3%. Merci. Donc, Philippe, dans son introduction, a parlé de sujets émergents ou de polluants émergents. Donc, ce terme émergent s'emploie souvent pour des nouvelles problématiques ou des nouveaux polluants. Est-ce que l'antibiotique, c'est vraiment quelque chose de nouveau ? Alors non, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'antibiorésistance, c'est un phénomène naturel. Et d'ailleurs, voilà ici des exemples de 3 études. Il y avait une étude, celle à gauche, menée par des collègues du Canada sur le permafrost. Et donc, ils ont pris des carottes de permafrost de façon tout à fait propre pour éviter les contaminations. Et ils ont trouvé, par des méthodes génomiques, des gènes de résistance aux antibiotiques. Des antibiotiques qui, évidemment, n'existaient pas à cette époque-là. Puisque les premiers antibiotiques, je vous rappelle, la première utilisation, c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale. La deuxième photo, c'est une autre étude où là, c'est une momie aztèque, où là aussi ont été retrouvés du génome de bactéries résistantes. Et la troisième étude, c'est une grotte préhistorique qui était totalement fermée au public, donc pas de contamination par l'extérieur potentielle, et là aussi, présence de gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, il y a une source potentielle. Et du coup, le phénomène émergent, alors effectivement, il y a un débat là-dessus, parce que émergent, on a l'impression que c'est un truc plouf qui arrive. Alors en fait, c'est l'émergence
on va dire surtout en santé humaine ou en santé animale, c'est le fait que ça devienne un problème de santé publique, mais ce n'est pas l'émergence en tant que telle. Et pourquoi ? Parce que on est en train de découvrir petit à petit que la plupart des gènes de résistance aux antibiotiques qui sont chez des bactéries qui posent un souci à l'heure actuelle, eh bien, en fait, ce qu'on appelle leur progéniteur, c'est-à-dire leur ancêtre, vient de bactéries de l'environnement. Donc ici, vous avez un magnifique exemple d'un gène de résistance qu'on appelle CTXM, qui donne une résistance à beaucoup de molécules. Et bien, ce petit gène-là, qui est en bas, au cours de l'évolution des bactéries, il a été capté, peu importe les noms, mais par différents éléments génétiques qui sont mobiles, jusqu'à temps d'arriver dans la grosse bactérie bleue, d'arriver sur un élément génétique qu'on appelle un plasmide, qui a très bien su rester là, dans une bactérie Escherichia coli, qui est une bactérie du tube digestif. Donc on l'élimine via les excréments, et donc ça peut se retrouver dans les eaux usées, etc. Et puis quand vous avez le bon gène, entre guillemets, sur le bon élément génétique mobile dans la bonne bactérie, eh bien, il y a une diffusion, et désormais, il y a une diffusion mondiale, depuis 20 ans, de ces Escherichia coli, CTXM. Donc c'est vraiment comme les poupées russes, en fait. C'est le gène dans un élément, etc., dans la bactérie. Merci. Donc, si je comprends bien, les bactéries font de la résistance et acquièrent en quelque sorte des espèces de super-pouvoirs. Est-ce que ça veut dire qu'on va ne plus pouvoir soigner des maladies courantes demain ? Et est-ce qu'on est uniquement concerné si on consomme des antibiotiques ? Alors non, malheureusement. Alors est-ce qu'on ne peut plus soigner des infections à bactéries résistantes ? Heureusement pas en France, pour l'instant, même s'il y a des cas où c'est compliqué. Mais vous allez dans des pays où la prévalence de la résistance est beaucoup plus importante que chez nous. Eh bien, effectivement, ça peut devenir compliqué. Donc, si vous acquérez une infection et que vous êtes hospitalisé dans un hôpital dans certains pays, vous avez de grandes chances d'être colonisé, voire infecté par une bactérie multirésistante. Et effectivement, il peut ne plus y avoir de traitement. Alors, pourquoi en France, il y en a moins ? Parce qu'on a une politique très importante de ce qu'on appelle la prévention du risque infectieux. Ce qu'on appelle plus communément, mais le terme est très réducteur, les mesures d'hygiène. Et effectivement, la bactérie, les bactéries résistantes, elles existent, mais elles se transmettent. Et donc, il ne faut pas agir que sur le volet moindre consommation des antibiotiques. Il faut agir aussi sur le volet transmission. Et si on n'agit pas sur les deux en même temps, on n'y arrivera pas. Et donc, vous voyez ici des exemples de transmission. Si vous éternuez... sans mettre, maintenant, tout le monde sait ça depuis le Covid, mais sans se mettre la bouche dans le coude, vous voyez ce que vous avez comme particules qui disséminent et qui peuvent aller assez loin. Et si vous êtes porteur dans la gorge de bactéries résistantes, ou pas résistantes d'ailleurs, pour transmettre une infection. Alors les voyages, on en a parlé, Christophe pourra donner un exemple tout à l'heure. Et puis, la meilleure des transmissions, c'est la transmission manuportée. Donc, c'est très important à l'hôpital, soit en serrant la main, mais aussi en touchant du matériel. Mais c'est aussi important dans la vie courante. Et vous seriez effrayé du pourcentage de personnes qui sortent des toilettes sans se laver les mains. Alors que ça paraît une mesure d'hygiène de base. Merci. Donc, est-ce que tu pourrais maintenant nous illustrer comment se traduit cette antibiorésistance sur la santé mondiale et sur celle des Français ? Alors, il y a des études, alors notamment l'ECDC, qui est l'agence européenne pour les maladies transmissibles, pour la santé humaine, qui est une agence de la Commission européenne, fait régulièrement, chaque année, donc ils ont un réseau qui s'appelle IARSNet, un réseau européen, qui surveille la résistance, la consommation des antibiotiques et la résistance chez l'homme. Et donc, vous avez par exemple des cartes ici. Vous pouvez aller sur le site de ECDC. Vous avez accès à plein de cartes et des cartes interactives. Et vous voyez ici, si on prend à gauche une bactérie qui s'appelle Klebsiella pneumoniae
résistantes à des molécules qu'on appelle céphalosporines de 3e génération, qui sont des molécules à large spectre qu'on utilise beaucoup pour des infections sévères. Vous voyez qu'on n'a pas du tout la même image. Alors plus c'est rouge, plus la prévalence est élevée. La fréquence de résistance est élevée. Vous voyez que, je vous disais tout à l'heure, on n'a pas tout à fait les mêmes taux de résistance si vous comparez la Norvège avec la Grèce qui est rouge foncé. Même chose à droite pour de la multirésistance à plusieurs familles d'antibiotiques. Et puis, en niveau de la santé mondiale, donc tu l'as dit tout à l'heure, ce diagramme il représente une publication qui est sortie dans le Lancet il y a quelques années sur l'impact de l'antibiorésistance sur la mortalité dans le monde. Et tu l'as dit, ça représente plus d'1 million de décès chaque année dans le monde, avec à gauche, de gauche vers la droite, vous voyez un gradient décroissant de cet impact sur l'antibiorésistance. Et donc, c'est 1,3 million de mortalités directement attribuables à l'antibiorésistance et plusieurs millions de décès associés à l'antibiorésistance. Et malheureusement, à gauche du schéma, ce sont les pays les plus à bas et moyens revenus dans lesquels, malheureusement, les conditions sanitaires ne sont pas là pour faire qu'il n'y a pas de transmission. Donc, c'est vrai qu'en Europe, ce chiffre représente en fait un poids qui égale le poids, en termes de mortalité, le poids combiné de la grippe, du sida et de la tuberculose, rien qu'en Europe. 3/4 aussi de ce poids lié à l'antibiorésistance est lié à des infections acquises à l'hôpital dans toute l'Europe, d'où je parlais tout à l'heure d'infections acquises, donc ça veut dire bactéries transmises. Donc on voit bien le fait qu'on ne peut pas régler le problème de l'antibiorésistance sans se poser le problème de la transmission à différents niveaux, hein, et Christophe parlera plus de la partie environnement tout à l'heure, et que le poids des infections acquises à l'hôpital équivaut à 2 fois le poids cumulé de 31 autres maladies infectieuses. Ça représente 2,6 cas annuels, soit 91 000 décès. C'est 2,6 pour 1000 habitants, soit 91 000 décès. Donc on ne s'en rend pas compte, peut-être dans le grand public, parce qu'on dit rarement « mon voisin est mort de l'antibiorésistance ». Vous allez dire « mon voisin, il est mort de la grippe » ou je ne sais pas moi, d'une pneumonie ou d'une infection urinaire grave, de ce que vous voulez. Mais on ne dit pas il est mort de l'antibiorésistance. Et donc c'est ça qui est compliqué aussi, parce qu'il n'y a pas d'association de patients. Il y a des associations de patients diabète, sida, ce que vous voulez, hypertension. Il n'y a pas d'association de patients antibiorésistance, parce que c'est très diffus. Donc c'est ça qui est compliqué aussi. Merci. Donc on comprend bien que l'antibiorésistance est un enjeu sanitaire important et qui peut avoir justement des impacts différents dans les différentes régions du monde. Est-ce que pour autant c'est quelque chose de réglementé ? Non. Alors, enfin, en tous les cas, en santé humaine et en santé animale, non, il n'y a pas. Donc, toujours, on parlait des décès. Voilà la prédiction des décès en 2025 humains liés. Alors là, c'est les décès liés à la résistance aux antimicrobiens. Donc, alors, ce qui est compliqué, c'est qu'en anglais, vous voyez souvent AMR, Antimicrobial Resistance, et en fait, on parle de résistance aux antibiotiques, alors que les antimicrobiens, ça regroupe les antibiotiques, les antiviraux, les antifongiques contre les champignons et les antiparasitaires. Donc là, cette prédiction en 2025, vous voyez le poids qui est complètement inégal selon les pays. Et vous voyez bien que le poids il est plus élevé dans les pays à bas revenus, et on voit bien des exemples sur la gauche d'accès à de l'eau propre et puis des conditions d'hygiène de transmission. Et donc, il n'y a pas de réglementation. Donc, il y a de la surveillance, je l'ai dit, au niveau européen. Il y a de la surveillance aussi de la résistance au niveau mondial. Il y a un programme qui est dirigé par l'OMS, qui s'appelle GLAS. Là aussi, GLA2S, vous pouvez aller voir, il y a des chiffres de résistance. Mais il n'y a pas d'obligation réglementaire, que ce soit en Europe ou dans le monde, à surveiller l'antibiorésistance. Merci. Et est-ce qu'on a une idée de l'impact économique qu'a l'antibiorésistance aujourd'hui ? Alors l'OCDE, au niveau de l'Europe, fait des études sur le sujet. Là aussi, c'est accessible publiquement en ligne.
j'ai écouté un peu en visio la semaine dernière, il y avait je ne sais pas si vous savez, mais en septembre, il va y avoir l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et il y a un meeting à haut niveau dédié à l'antibiorésistance. Et ils sont en train, au niveau politique, d'avoir X réunions pour préparer les déclarations sur antibiorésistance lors de cette Assemblée générale des Nations Unies. Et la semaine dernière, il y avait tout un congrès à New York, enfin une réunion sur les différentes parties prenantes, les stakeholders sur le sujet. Et il y avait un politique de l'Organisation des Nations Unies pour la sécurité alimentaire, la FAO, qui a dit « Mais nous, les politiciens, il faut nous donner des chiffres pour nous faire rendre compte de l'impact. Si vous ne nous donnez pas de chiffres, pas de faits concrets, on va avoir du mal à les défendre, des lois, etc. » Donc c'est très important, ces études de l'OCDE. Et dans ce rapport-là, qui est très complet, il est dit que la résistance à ce qu'ils appellent les antibiotiques de réserve, c'est-à-dire vraiment des antibiotiques où, quand déjà il y a beaucoup de résistance, il modélise une augmentation de 45% d'ici 2025. Que ça réduit la productivité pour l'Europe de 11,7 milliards d'euros par an, et que ça augmente la durée de séjour à l'hôpital, c'est-à-dire, je vais dire n'importe quoi, vous venez pour une péritonite, vous êtes opéré, vous allez rester à l'hôpital pas beaucoup de jours. Mais si vous faites une infection acquise à l'hôpital et qu'en plus c'est une infection avec une bactérie multirésistante, ça augmente ce qu'on appelle à l'hôpital la durée de séjour, c'est-à-dire que vous allez rester plus longtemps que ce qui était prévu, ce qui coûte à la société. Et donc, ça représente, cette durée de séjour supplémentaire représente, là c'est en Europe, 9,5 millions d'euros, ce qui est loin d'être négligeable. Merci Marie-Cécile. Donc, nous arrivons maintenant à l'influence d'autres facteurs. Donc, est-ce que, par exemple, le changement climatique est un facteur externe qui pourrait accélérer ou accentuer cette problématique de l'antibiorésistance ? Oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup d'analogies entre les deux, parce que le changement climatique, comme l'antibiorésistance, ça concerne tout le monde. Il y a un impact à long terme. Il n'est pas obligatoirement très visible, même si pour le changement climatique, ça devient très visible. L'antibiorésistance, il faut trouver les moyens que ça soit visible. Mais comme aussi le changement climatique, on a toujours l'impression que c'est aux voisins de faire les efforts, quoi, et pas à soi. Et donc, il y a beaucoup d'études maintenant qui sont publiées sur le sujet. Et donc, selon l'OMS, effectivement, le changement climatique pose le risque pour l'humanité le plus élevé, avec 250 000 décès additionnels attendus par an entre 2030 et 2050. Et puis, on le voit avec, ne serait-ce qu'en France, la montée du moustique tigre. Alors maintenant, c'est pas que Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hein, ça monte. J'ai vu des cartes la semaine dernière. Ça va jusque dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, vous voyez arriver la dengue. Vous voyez arriver le chikungunya, vous voyez arriver tout un tas de pathologies pas sympathiques. Et donc, il fait plus chaud, etc. Vous augmentez les transmissions. Donc, il y a tout un tas de maladies infectieuses qui sont décrites comme étant augmentées par le changement climatique. Et puis, le changement climatique, ça peut être des pluies torrentielles qui vont aussi aider à lessiver les sols, faire que les stations vont être un peu dépassées. Et puis, le changement climatique, il y a de la migration climatique avec arrivée massive de personnes dans des zones urbaines qui ne sont pas faites pour ça. Et donc, vous y mettez tout ce qu'on a dit, la transmission, etc. Donc oui, il y a un changement direct. Et puis, il y a un changement aussi par rapport aux écosystèmes. Je vous ai dit tout à l'heure que les antibiotiques, ils étaient fabriqués dans l'environnement. Je vous ai dit que les bactéries, elles pouvaient s'échanger aussi facilement, parce que non seulement vous pouvez transmettre une bactérie d'une personne à une autre personne, mais ce qui est compliqué, c'est que les petites poupées russes de tout à l'heure, là, les petits éléments génétiques mobiles, vous pouvez transmettre, il peut y avoir une transmission d'un élément génétique mobile, par exemple, d'un Escherichia coli, chez moi, et puis Christophe, qui est dans la chambre d'à côté, à l'hôpital, lui, il a une Klebsiella pneumoniae avec la même résistance. Quand vous êtes comme ça ne vous paraît pas évident que c'est la même chose. Et en fait, c'est que l'élément génétique mobile a sauté, entre guillemets, je vous le fais très... de mon Escherichia coli à la Klebsiella de Christophe. Et donc, il a été montré que les microplastiques, l'augmentation de température augmentaient ces transferts, qu'on appelle des transferts horizontaux de gènes.
Comme les communautés microbiennes du sol, de l'environnement, elles sont des écosystèmes qui ont un équilibre, une homéostasie, eh bien, il est connu que les effets écotoxicologiques, il y a des effets écotoxicologiques des antibiotiques sur l'environnement, enfin, des antimicrobiens en général, il y a aussi les biocides, et que ça impacte, comme ça impacte votre tube digestif quand vous prenez des antibiotiques, c'est comme ça aussi qu'entre guillemets, on fabrique de la résistance. Ma fameuse pression de sélection du début, elle se fait dans votre tube digestif, puisque vous êtes constitué d'autant de bactéries que de cellules humaines. Ben, ça va impacter de la même façon ce qu'on appelle les microbiomes du sol et modifier totalement les écosystèmes, sauf que ces écosystèmes sont reliés à des cycles biogéochimiques, à la santé des plantes, etc. Et donc il y a aussi un impact de baisse de la biodiversité microbienne, d'avoir des antibiotiques, des antimicrobiens dans l'environnement. Et du coup, cette modification de la biodiversité, eh bien, elle va aussi faire qu'il y aura moins de micro-organismes, moins de diversité. Et comme les micro-organismes sont la source d'antibiotiques, eh bien, dans l'avenir, probablement, moins de découvertes de nouveaux antibiotiques. Merci Marie-Cécile pour l'ensemble de ces éléments de réponse. Donc sur cette première partie, je retiens que l'antibiorésistance, c'est une menace de santé publique, qu'elle continue à s'accélérer, que c'est un problème qui concerne plusieurs secteurs d'activité, la santé humaine et animale bien sûr, mais aussi la santé des écosystèmes. Et de par sa complexité, cette problématique, elle entre complètement dans un sujet une seule santé et qu'il faudrait se concerter entre ces différents secteurs d'activité pour arriver à résoudre le problème. Et justement, en parlant d'activité humaine, Christophe, est-ce que tu pourrais nous détailler quelles sont les activités les plus contributrices en matière d'antibiorésistance et quelles sont les sources d'antibiorésistance ? Oui, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire sur la complexité de l'approche. Moi, j'ai rejoint l'équipe de Marie-Cécile il y a une dizaine d'années, justement pour travailler sur cette partie environnementale, puisqu'au départ, Marie-Cécile avait un laboratoire plutôt axé sur un médical, et moi, j'étais dans un laboratoire plutôt axé environnement, et donc on a rejoint nos compétences pour pouvoir travailler sur l'antibiorésistance d'une manière plus globale. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, si on regarde un peu cette planisphère, on a nos zones de rejet qui sont entourées en rouge. En fait, c'est ce dont a parlé Marie-Cécile, c'est les zones de contamination. Et il ne faut pas se leurrer, c'est 90%, 80-90% dans les hôpitaux, avec la transmission main à main ou par éternuement. Et également, le deuxième petit rond, c'est les animaux. Donc ça, c'est les deux grands spots qu'on avait identifiés comme source de dissémination. Mais tout ça va se disséminer dans l'environnement. Vous prenez des médicaments, vous les utilisez, vous les rejetez, et tout ça va rejoindre le milieu naturel, via les voies naturelles d'ailleurs, et au travers des stations d'épuration. Donc ça, j'en reparlerai, mais vous voyez les petits traits oranges, vous arrivez à les distinguer, sont les voies de dissémination. Et toutes ces voies de dissémination vont partir naturellement de l'usage humain et animaux, et rejoindre les spots environnementaux. Alors vous avez certainement entendu parler de la pollution par les antibiotiques et les médicaments, puisque ça fait la une de la presse il y a quelques temps. On a constaté au niveau mondial que toutes les rivières du monde étaient quasiment polluées par les antibiotiques à des concentrations variables, donc qui allaient du microgramme par litre au nanogramme par litre plutôt en Europe, et que si vous avez bien écouté ce qu'a dit Marie-Cécile, ça va exercer une pression de sélection sur les bactéries autochtones. Donc on a à la fois des rejets de bactéries résistantes via nos rejets. Vous avez noté Escherichia coli, la bactérie résistante qu'on rejette dans les fesses et qu'on va retrouver dans l'eau, et les gènes de résistance qu'on va également retrouver dans l'eau, le tout mélangé à une pression de sélection. Donc si vous avez là un magnifique cocktail dont on reparlera pour créer de la résistance, et vous voyez les spots, pour répondre à ta question Charlotte, vous voyez les différents spots qui sont un peu décrits ici. Le premier qui est facilement identifiable, c'est la source de rejet, c'est l'hôpital, puisque c'est là qu'on prend le plus d'antibiotiques, c'est là qu'on a le plus de gènes de résistance, c'est là qu'on a le plus de malades. Donc celui-là, on l'avait à peu près identifié. Suivi de la station d'épuration, qui a été qualifiée de hotspot, puisqu'elle va rassembler les effluents urbains, c'est-à-dire que tous les soins que vous prenez chez vous vont être rassemblés dans les effluents arrivant à la station. Et les activités industrielles, alors n'oubliez pas les activités industrielles, c'est-à-dire qu'elles sont peu représentées sur la carte, mais nos antibiotiques sont produits à l'étranger. Vous vous rappelez les cartes de mortalité que vous en avez vues? Les grosses concentrations d'antibiotiques vont être retrouvées en Inde et en Chine, lieu de production des antibiotiques. Donc là, on est au microgramme par litre, on n'est pas au nanogramme par litre.
Donc tout ça va créer des résistances, et ces bactéries qui sont créées, on va dire, en Inde et en Chine, vont prendre l'avion tranquillement et se retrouver avec 8 heures de décalage horaire dans nos milieux. Alors vous avez aussi des nouvelles sources qui sont identifiées sur les piscicultures, puisqu'on a des soins donnés aux poissons. Également dans la chaîne alimentaire, donc ce qui va rentrer dans la chaîne alimentaire, c'est tous les traitements agricoles. Donc via le traitement, par exemple, si vous voulez traiter la tavelure des pommes, vous pouvez mettre des antibiotiques pour avoir des belles pommes bien propres après. Et donc ça va générer des antibiotiques, donc la pression de sélection sur les bactéries environnementales. Et alors tout ça, ça va rejoindre les milieux, l'eau en fait, c'est le principal, l'eau et les sols. Et créer cette modification des écosystèmes. Alors vous voyez un peu sur le dessin de droite, vous avez à droite là où il y a l'arbre, c'est un milieu, un écosystème, nous a parlé Marie-Cécile au début, qui est équilibré avec des bactéries qui s'entretiennent, avec naturellement des lois d'équilibre, avec des antibiotiques naturels qui sont produits. Et puis la présence humaine, ce qu'on appelle l'anthropisation, va dérégler ces écosystèmes et générer des bactéries résistantes et des gènes de résistance qui vont pouvoir être disséminés un peu partout. Donc on a ce petit schéma, cette dynamique spatiale de la résistance entre les milieux dits naturels, si on arrive à définir ce que c'est, et les milieux plus anthropisés jusqu'à la ville. Donc, merci Christophe. Donc à travers ce que tu nous dis, je comprends que Veolia, à travers ses activités d'assainissement municipal ou industriel, et également à travers la réutilisation des eaux et l'épandage des boues, pourrait être concerné par l'antibiorésistance. Et ceci m'amène à une question un petit peu brûlante, et tu en as parlé justement. Est-ce que les stations d'épuration pourraient être des sites critiques vis-à-vis de l'antibiorésistance, ou hotspot, comme tu l'as employé? Et est-ce qu'on connaît leur rôle dans le développement et dans la dissémination de l'antibiorésistance? Oui, alors déjà, c'est pas pourrait être concerné, c'est est concerné. Parce que tout ce qui est pollution qui va dans l'eau, Veolia est forcément concerné. Donc, alors, par rapport à ta question, qu'est-ce que c'est un hotspot? Alors, on a essayé de définir ce qu'était un hotspot pour nous. Donc, on va dire que c'est la convergence de 3 facteurs qui sont dans les petits cercles qu'on a représentés ici, donc ont été produits par l'ANSES en 2020. Donc, c'est une pression de sélection. Vous avez bien compris que pour le développement de ces bactéries résistantes de façon exponentielle, il faut une pression de sélection. Cette pression de sélection, elle est multiple. Ça peut être naturellement les antibiotiques, mais ça peut être aussi d'autres molécules, on en reparlera tout à l'heure. Il faut des gènes de résistance, naturellement, pour pouvoir être transférés. C'est le petit schéma que vous avez en bas, de gènes de transfert, ce qu'on appelle le transfert horizontal de gènes entre une bactérie et une autre bactérie. C'est l'histoire qu'a racontée de Marie-Cécile avec nos relations interchambres. Et vous avez naturellement des espèces pathogènes qui, là, vont créer un risque pour la santé. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des échanges de gènes de résistance sans créer de risque pour la santé. Il faut que la bactérie, que le récepteur final soit une bactérie pathogène pour vous infecter. L'environnement, il faut bien savoir que dans notre représentation, c'est un réservoir. C'est un réservoir de gènes, c'est une grande librairie où vous allez avoir plein de gènes de résistance. Pour être actif chez vous, il faut qu'il soit transféré à une bactérie pathogène pour l'homme ou pour l'animal. Alors sur la station d'épuration, vous la voyez sur le petit schéma de droite, elle est souvent considérée comme hotspot, mais elle est là quand même pour le traitement. Donc c'est le récepteur de tout ce que vous produisez dans la ville, notamment les hôpitaux, les cliniques, les centres de soins, les cabinets vétérinaires, les petites industries, on va dire. Et donc la station d'épuration a pour rôle, elle, de traiter le carbone et l'azote principalement, et quelques molécules. Alors quand on est microbio, qu'on essaie de se figurer ce qui se passe, c'est les petits camemberts que vous voyez en bas. Vous avez dans les fluents, naturellement, des bactéries normales, en bleu, entre guillemets, et des bactéries portant des gènes de résistance en rouge. Vous allez rentrer dans un processus de traitement biologique, ou activé typiquement. Et donc, que va-t-il se passer? Là, vous êtes en grammes de bactéries. Vous n'êtes plus en millions de bactéries par ml, vous êtes en grammes par litre. Donc, c'est plus la même échelle. Et donc, vous allez avoir une augmentation de la concentration bactérienne. Donc, hypothétiquement, une augmentation de la concentration de gènes de résistance et de bactéries résistantes. La station d'épuration fait son effet de log, pour une station classique bout activé. Je parle de l'eau, je ne parle pas des boues. Et donc, statistiquement, vous allez réduire cette quantité de bactéries. Mais notre inquiétude, c'est de dire, est-ce que les bactéries qu'on va générer à la fin sont des bactéries plus résistantes que celles qui étaient au départ dans les fluents arrivant à la station? Donc ça, c'est une grande question. Alors, c'est une inquiétude qu'on avait en se disant,
est-ce que dans la station d'épuration, qui est un vrai boulot de culture, station biologique, est-ce que c'est pas là-dedans qu'il va y avoir beaucoup de transferts entre les bactéries autochtones qui traitent l'eau et les bactéries qui sortent de l'hôpital? Alors ça, on s'est dit, ouais, il y a peut-être des paramètres de process qui vont être importants à regarder. Est-ce que si j'oxygène plus ou moins, est-ce que je vais augmenter la croissance des bactéries, donc augmenter les pathogènes? Donc si je baisse l'oxygène, est-ce que cette croissance va être moindre? Est-ce que l'âge debout a de l'importance? Oui, forcément, l'âge debout, plus vous avez un âge de boulon, plus vous avez, alors pas boulon en 2 mots, plus vous avez un âge debout important, plus vous avez des bactéries spécifiques qui vont pousser, avec une petite chance de réduire des bactéries résistantes aux antibiotiques, etc., etc. Et naturellement le process. Donc ça, c'est votre jeu à vous, hein. C'est vous de nous proposer des process qui vont augmenter ces 2 logs de réduction par un bassin de boue activé. Je pense aux membranes, par exemple, je pense à des procédés comme ça, voire des traitements beaucoup plus intrusifs, comme la désinfection ou les procédés comme ça. Donc on a des solutions techniques pour pallier à nos inquiétudes. Alors on n'a pas tout à fait, alors je n'ai pas trop le temps d'en parler, mais on n'a pas tout à fait résolu les inquiétudes de ce qui se passe dans les stations d'épuration, puisqu'on verra qu'il y a des méthodes qui nous montrent qu'il y a potentiellement des transferts génétiques possibles. Mais je vous rappelle qu'il faut une bactérie pathogène in fine, hein, pour créer du risque sanitaire. Merci Christophe. Donc tout à l'heure, j'ai posé la question à Marie-Cécile si l'antibiorésistance était quelque chose de réglementé. Donc je crois que dans la future directive de traitement des eaux usées, donc il est prévu une surveillance d'antibiorésistance. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce point et surtout nous expliquer pourquoi c'est si important de mesurer l'efficacité de nos filières d'assainissement? Oui, alors c'est la fameuse DRU qu'on lit toutes les semaines en se demandant ce qui a changé par rapport à la semaine dernière. Donc finalement, elle a été votée, hein, comme vous le savez certainement. Elle doit encore passer au Conseil. Vous avez le petit calendrier, alors hypothétique, hein, parce qu'il y a des élections quand même qui vont se passer. Et le calendrier de mise en place sur certains polluants classiques que vous gérez parfaitement, avec la partie traitement quaternaire qui viendra en plus. Donc pour répondre sur les antibiotiques, et l'antibiorésistance, si vous avez bien lu la directive, il s'agit de surveillance. Hein. C'est-à-dire que la demande du législateur, c'est de surveiller l'antibiorésistance. C'est-à-dire qu'on surveille, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire des résultats, mais on se doute que c'est important, on se doute qu'il y a un risque pour la santé humaine, donc on va surveiller. Alors la question qu'on peut se poser, c'est où surveiller? Pourquoi on surveille la station d'épuration et pas la rivière? Puisque si on parle de santé environnementale, on va mieux surveiller la rivière en sortie de station d'épuration plutôt que l'effluent qui va être traité au départ. Donc, ce qui veut dire que le législateur se dit il faut valider l'efficacité des stations. Donc ça aussi, c'est un point important. Il n'y a pas que la contamination environnementale et le risque sanitaire, c'est est-ce qu'on arrive à gérer ce risque, et sinon, est-ce qu'il faut mettre des mesures supplémentaires pour pouvoir gérer ce risque. Donc effectivement, le problème de cette DRU, si vous voulez regarder, c'est qu'elle ne donne pas trop d'informations. C'est-à-dire que quand on discutait avec Charlotte, on se disait, est-ce qu'on va mesurer effectivement avant et après, ça c'est résolu, mais quand est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on mesure le débit d'étiage? Est-ce qu'on mesure en pleine saison, quand il y a beaucoup d'eau, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, etc., etc. Donc ça, c'est des phénomènes importants. Et pourquoi on ne mesure pas à l'hôpital? Puisqu'on se doute que c'est un hotspot, pourquoi on ne va pas mesurer sur l'hôpital plutôt que mesurer sur la région urbaine? On a des réponses à ça. Il en reste certain que si le législateur a mis ça dans la loi, c'est bien qu'il se doute qu'il y a une importance de ne pas augmenter le réservoir environnemental des bactéries résistantes. Et au niveau des antibiotiques? Au niveau des antibiotiques, c'est un tout petit peu plus simple, parce que le traitement des antibiotiques, c'est le traitement dans la station des antibiotiques. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille dessus. Alors on sait qu'il y en a certains qui sont éliminables facilement, d'autres qui sont moins éliminables. L'idée, c'est de baisser la pression de sélection. Donc le rôle de la station d'épuration aussi, ça va être de baisser les facteurs qui peuvent augmenter la pression de sélection, c'est-à-dire antibiotiques, métaux lourds, mais également toutes les autres molécules qui peuvent augmenter cette pression de sélection. Donc il n'y a pas que les antibiotiques qu'il va falloir viser, c'est en fait la pollution générale, pollution par tout ce qu'on appelle émergent en général. Merci. Donc, comme tu l'as dit, il y a encore un certain nombre d'incertitudes par rapport à cette nouvelle directive qui va se mettre en place prochainement. Selon toi, notamment, elle ne précise pas les paramètres qu'il faudrait suivre. Selon toi, quels sont les meilleurs indicateurs de suivi de l'antibiorésistance?
Bon, alors cette question, ça fait 15 ans qu'on se la pose, hein, puisqu'on est toujours en train de rechercher l'indicateur efficace pour un exploitant qui pourra donner une indication sur la dose d'antibiorésistance qu'il y a dans un milieu. Alors vous avez bien compris, l'antibiorésistance, ce n'est pas quelque chose de aussi facilement mesurable qu'une molécule, simple, parce qu'on a une concentration. Là, on a une concentration, plus un effet, plus un transfert, plus une dynamique. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais on a certaines pistes. Hein. Donc l'OMS a défini, a proposé une méthode. Tiens, tu peux passer, voilà. A proposé. Alors juste pour savoir, ce qu'on mesure, c'est on a deux méthodes générales. C'est une méthode de bactéries cultivables, celle qu'on peut avoir sur une boîte de pétri comme vous avez en bas, et des méthodes génomiques où on va mesurer des gènes. Alors l'OMS a proposé cette méthode qu'on appelle, c'est assez simple, on l'appelle tricycle, ce qui fait référence aux trois vecteurs qui sont, enfin aux trois milieux qui sont l'homme, l'animal et l'environnement, les trois roues du tricycle, et avec une méthode assez simple sur un milieu assez simple qu'on appelle un milieu agar McConkey, qui permet de mesurer des bactéries. Escherichia coli, c'est notre indicateur. Vous vous rappelez, Marcel a cité Escherichia coli en disant c'est la bactérie qui passe dans notre estomac et qu'on rejette. Donc bactérie simple à retrouver et résistante, donc on l'appelle porteuse de bêta-lactamase à spectre étendu, c'est le petit ESBL que vous avez. Et donc il y a une bactérie résistante. Donc on va définir cette méthode avec le gros avantage qu'a donné l'OMS, c'est une méthode simple, pas chère, adaptée aux trois milieux. C'est-à-dire qu'on peut, cette bactérie est ubiquiste, comme on dit, on va la retrouver chez l'homme, chez l'animal et dans l'environnement. Donc l'idée du législateur, c'est de créer cet indicateur général pour les trois milieux, simple, pas cher, et qui va permettre de définir des politiques de santé publique en Europe, dans les pays occidentaux et dans les pays émergents. Parce que c'est une méthode simple, pas chère, qu'un laboratoire local d'une ville africaine, d'une ville asiatique peut mettre en place. Donc c'est la grande idée, hein, c'est l'idée qui a été acceptée. Et le troisième ou quatrième point, c'est une méthode qui a été normalisée. C'est-à-dire que dans tous les laboratoires du monde font la même méthode. Ce qui permet de comparer la France à l'Allemagne, à l'Égypte, à tous les pays du monde. Donc c'est bien un indicateur, c'est bien la vertu de l'indicateur. Vous notez que c'est uniquement Escherichia coli, BLSE, qui est pris comme indicateur, donc il faut que la bactérie pousse. Donc une autre méthode, c'est, alors qui est plus complexe à mettre en œuvre, hein, c'est les méthodes génomiques ou métagénomiques. Alors je ne vais pas vous faire un cours de génétique, juste pour vous dire qu'on va mesurer un petit bout de gène en disant, ben voilà, on prend ce bout de gène, il est conservatif, on va le retrouver dans toutes les bactéries résistantes et on va mesurer sa concentration dans les différents milieux. Alors un exemple, hein, c'est une première méthode, donc vous notez un gène, hein, sur les millions de gènes qu'on a, milliers de gènes qu'on a, on va en mesurer un. Et vous voyez ce que ça donne dans la petite graphe. Alors ça date de 15 ans quand même, 10 ans, 10, ouais. Oui, c'était les premiers gènes qu'on avait, c'était très exploratoire, mais on l'avait fait sur des communautés européennes. Et exemple, on va comparer des effluents qui sortent de l'hôpital à des effluents qui sortent de la ville, des effluents d'élevage, des effluents de l'eau, de rivière, et même l'eau potable tout au bout. En mesurant cet indicateur. Et vous voyez que cet indicateur indique. C'est-à-dire que vous avez des fortes concentrations dans tout ce qui est centre de soins et moins de concentration en urbain ou en élevage ou dans l'eau naturelle. C'est-à-dire qu'on a un indicateur qui indique on ne sait pas quoi, il y a une quantité de résistance, mais on ne sait pas par quelle bactérie, on ne sait pas quel jet de résistance, quelle résistance à quel médicament il va y avoir. Mais c'est typiquement ce qu'on demande un indicateur, c'est une indication sur un niveau de pollution. Alors, si tu vas me demander d'aller un peu plus loin... Donc je vais aller un peu plus loin. Vous pouvez mesurer une dizaine de gènes, une vingtaine de gènes, une quarantaine, une centaine, en ciblant certaines maladies, certaines résistances que vous voulez. Alors en disant c'est un indicateur, donc je vais essayer de savoir comment se déplace cet indicateur sur un territoire. Donc là, pour donner un peu d'exotisme à notre conférence, je vous ai mis la Guadeloupe, où on a suivi dans les différents bassins versants de Guadeloupe, touristiques, pas touristiques, impactés, pas impactés, les niveaux de résistance par une quarantaine, enfin 90 gènes de résistance, une quinzaine de familles de gènes de résistance, pour voir un peu ce qui se passait entre l'amont, c'est-à-dire et l'aval de la station d'épuration, jusque dans le milieu extérieur. Et comme on était One Health, on a été mesuré dans les crottes de vaches, de cafards, de lézards, pour voir s'il y avait cette transmission interespèce. Un deuxième point qu'on voulait voir, c'est si aussi les touristes apportaient des gènes de résistance spécifiques. Donc on a aussi été mesuré dans les avions.
Qu'est-ce que ça nous apporte, ça? Ça nous apporte, l'efficacité des stations. Est-ce que les stations guadeloupéennes qui étaient opérées par Veolia il y a un petit moment, il n'y a pas si longtemps, voilà. Est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce qu'elles sont capables de réduire l'antibiorésistance? Est-ce qu'elles ne sont pas capables? Est-ce que dans la mer, parce qu'on était jusqu'au bout de l'hémisphère dans la mer, est-ce qu'elles sont capables de faire baisser le taux d'antibiorésistance et des facteurs associés, antibiotiques, métaux lourds, biocides, etc., etc. Donc je ne vous donne pas les résultats, vous lirez les prochaines publications qui vont sortir, mais typiquement comme indicateur, c'est un bon indicateur de suivi sur un bassin versant. Et naturellement, après, vous pouvez mesurer tous les gènes que vous voulez. Ça, on va passer en métagénomique. Donc là, on va comprendre des mécanismes. On va plus travailler dans la compréhension, la mécanistique, plus que dans l'indication de sources de pollution. Alors, juste pour terminer avec cette notion d'indicateur, c'est une notion très compliquée. Chaque fois qu'il y a un nouveau programme de recherche, un nouveau programme européen, la question est quel indicateur est pertinent pour choisir. Donc en fait, l'indicateur qu'on va prendre, c'est ce que vous voulez comme indicateur. C'est-à-dire pour Veolia, par exemple, ça va être l'indicateur d'efficacité de la station, par exemple. Est-ce que ça marche? Est-ce que si je mets des membranes, ça marche mieux? Le premier indicateur, tel que je vous ai décrit, l'intégrant que je vous ai montré en premier, peut être suffisant. Si vous voulez avoir un peu plus loin et définir du risque sanitaire, il va falloir creuser un peu plus. Si vous voulez comprendre du mécanistique, il va falloir travailler beaucoup plus au niveau du plasmide, au niveau des bactéries, etc. etc. Donc cette notion d'indicateur, elle est un petit peu complexe, mais on arrive à s'en tirer maintenant, à l'heure actuelle. Enfin, ce qu'on dit dans les réunions, c'est que c'est plus une question. C'est-à-dire qu'on peut utiliser nos indicateurs et essayer de résoudre la question qu'on se pose avec ce qu'on a. Alors, vous avez actuellement un programme européen qui s'appelle EONET, qui va travailler sur une dizaine d'indicateurs qui ont été choisis par notre réseau AMR-ENV. On pourra reparler, qui est un réseau français, qui a sélectionné 3 à 5 gènes de résistance, on va dire 3 gènes de résistance et 2 indicateurs, et qui essaie de le faire passer au niveau de la norme AFNOR et au niveau international via le programme EONET. Alors, le programme EONET a rajouté 5 gènes de résistance en plus, et qu'on essaie de le faire valider au niveau européen pour que les exploitants aient quelque chose à mesurer, surtout défini de fiable et de robuste au niveau analytique. Merci Christophe. Donc à travers ce que tu viens de nous illustrer, donc on voit qu'il y a une grande diversité d'indicateurs possibles et de stratégies de recherche possibles. J'ai une dernière question par rapport à ces indicateurs. Est-ce que ce sont des analyses de laboratoires courantes dans des laboratoires de routine? Alors la première mesure, la mesure culturale, oui, c'est une mesure relativement simple à faire, puisque tous les laboratoires de bactériaux peuvent faire des boîtes de pétri et acheter le milieu spécifique et faire pousser les cellules. Les méthodes génomiques, c'est un peu plus complexe, mais une qPCR, c'est pas très compliqué au départ. Si tu veux un seul gène, c'est pas très très compliqué. Si on rentre en si tu veux rentrer en métagénomique, ça se complique un petit peu. C'est pas tous les laboratoires, mais tout dépend de l'indication que tu vas avoir. Si tu veux avoir une indication de process, c'est assez simple à mettre en œuvre, juste avec une bactérie. Alors, la bactérie E. coli qu'on a vue tout à l'heure, c'est surtout pour les politiques sanitaires qu'on va mettre en place, moins sur la politique de fonctionnement de station. Mais ce qu'on a fait là, par exemple, maintenant, pour nous, c'est routinier. Pour des laboratoires, ça peut être mis en place. De suivi. D'ailleurs, chez Veolia, vous le faites un peu quand même. Un petit peu. Merci Christophe. Donc maintenant que nous voyons mieux comment ça fonctionne, donc on va passer à la partie solution. Et Marie-Cécile, justement, est-ce que tu pourrais nous exposer quels sont les leviers d'action donc pour réduire l'antibiorésistance et nous donner des exemples de mesures concrètes qu'on pourrait mettre en place à l'échelle individuelle ou collective? Ouais, merci Charlotte. Alors, effectivement, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension collective, une dimension individuelle. Alors, une dimension individuelle, c'est ce que vous pouvez tous faire au quotidien, puisqu'on a dit les causes de l'antibiorésistance, il y a trop d'usage, trop de consommation, mais il y a aussi un mauvais usage. Et dans le mauvais usage, nous, en tant que citoyens, on est responsable. Et en fait, on fait du mauvais usage, et peut-être vous ne le savez pas, mais on fait du mauvais usage. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, vous avez, vous avez une infection urinaire,
Alors bon, c'est pas le bon exemple parce que souvent c'est une seule dose. On va dire vous avez, je sais pas, une pneumonie, mais vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital, etc. Vous n'êtes pas bien. On sait que c'est bactérien. On va vous donner un antibiotique pour 5 jours. Et puis, comme c'est quand même des magnifiques molécules, normalement, vous allez avoir... Imaginons, vous avez 3 doses à prendre matin, midi et soir. Et normalement, au bout de 48 heures, 72 heures, vous devez commencer à aller beaucoup mieux. Et donc, très souvent, on se dit « Oh, ben, je vais mieux, donc j'y pense plus, donc j'arrête ». Et en disant... Alors, je l'ai expérimenté avec mon propre père, qui a fait une magnifique, si on peut le dire comme ça, pneumonie à pneumocoque il y a 1 an et demi. Et donc antibiotiques, donc je lui dis, il a 85 ans, je lui dis tu les prends bien, nanana. Puis au bout de 3 jours, il a eu, il me dit mais en fait je vais arrêter parce qu'il me dit comme tu me dis qu'il faut pas générer de la résistance aux antibiotiques, plus je prends d'antibiotiques, plus je vais générer. Oula. Alors j'ai dit ok, alors on va repartir à la base. Donc en fait non, parce que c'est pas parce qu'au bout de 3 jours vous vous sentez mieux que vos bactéries elles sont complètement éliminées. Et donc, vous avez soit vous vous dites oh, ben c'est 3 fois par jour, mais moi le midi, voilà, c'est pas pratique, ou vous allez mieux, vous reprenez le boulot, vous dites ben, le midi, je peux pas. Hein. Donc, je vais prendre que 2 fois par jour. Donc, déjà là, vous avez un sous-dosage d'antibiotiques. Et c'est ce qu'on appelle en microbio les concentrations subinhibitrices. Et ça, les bactéries, elles adorent pour transférer les gènes, pour muter, tout ce que vous voulez. Et la deuxième chose, c'est de dire, bon, ben, je prends 3 fois par jour, mais j'en prends que 3 jours, là, comme ce que voulait faire mon père. Et là, non, parce que la bactérie, le foyer, il n'est peut-être pas complètement réduit. Si vous arrêtez trop tôt, ben, ça va se remultiplier. Mais du coup, il y a un risque que ce qui se remultiplie, ceux qui sont restés dans le foyer, c'est le schéma du début, là, avec l'entonnoir. Il est possible que ceux qui soient restés dans le foyer, c'est peut-être certains petits individus qui sont un peu plus résistants. Donc, première chose en tant que citoyen, si vous avez une prescription d'antibiotiques, évidemment, il faut qu'elle soit raisonnée, justifiée, et pas, c'est-à-dire que voilà, vous demandez pas à avoir des antibiotiques. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'échelle individuelle. Très souvent, les patients, en fait, en tant que patient, soit soi-même parce qu'on est crevé, qu'on en a marre d'avoir le nez qui coule, etc., une bonne rhinopharyngite bien cognée, vous pouvez pendant 10 jours avoir un peu de fièvre, moucher jaune-vert et être patraque. Eh ben, c'est pas pour autant qu'il faut traiter par des antibiotiques. Or, les gens, souvent, ils en ont ras-le-bol, ils veulent aller travailler, et donc ils disent ah non, mais là, j'en peux plus. Hein. Moi, ça fait 5 jours que je suis comme ça, je continue pas, je veux des antibiotiques. Ou alors, vous amenez votre enfant dont vous en pouvez plus, ça fait 3 nuits que vous dormez pas parce qu'il pleure, etc. Et là, c'est pareil, vous suppliez le médecin de mettre des antibiotiques. Donc déjà, ça aussi, c'est un réflexe citoyen de ne pas engendrer de la prescription d'antibiotiques, mais pour ça, il faut effectivement avoir la notion et la connaissance de ça. Donc respecter la dose, la durée de traitement, ne pas prendre d'antibiotiques quand c'est pas nécessaire. Et puis dernière chose, on appelle les transmissions, on se lave les mains quand on sort des toilettes, on se lave les mains avant de manger, on se mouche dans un mouchoir à usage unique et on le jette immédiatement après, et on se lave les mains ou on met de la solution hydroalcoolique après s'être mouché. On n'éternue pas sur son voisin ou dans le métro devant tout le monde, etc. Donc voilà, des règles assez simples. Et à l'échelle collective, il y a une dimension beaucoup plus politique dont je n'avais pas vraiment conscience il y a quelques années. Et puis, comme ça a été dit en introduction, je coordonne des gros projets européens, mais pas de recherche de santé publique à l'échelle européenne pour faire en sorte que les pays puissent plus mettre en place des plans d'action, puisque il est demandé maintenant aux pays, hein, vous l'avez un peu sur ce schéma, il y a vraiment à la fois la Commission européenne qui a écrit un plan d'action à l'échelle européenne de lutte contre l'antibiorésistance, qui a été écrit auparavant par l'OMS, mais au niveau mondial, les organisations internationales, donc FAO, OMS, l'Organisation mondiale pour la santé animale, et puis l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement.
ce qu'on appelle maintenant la quadripartite, qui écrivent des rapports et des recommandations, l'OCDE dont on a parlé, et puis l'antibiorésistance doit être portée toujours au niveau politique lors des rencontres du G7 et du G20. Et tant que je n'avais pas commencé à mettre les mains dans ces projets politiques européens, je ne me rendais pas compte du poids de la politique dans les décisions sur le terrain par nous. Et en fait, si ça ne va pas d'en haut, ça ne redescend pas en bas. Donc c'est extrêmement important que les politiques, les parties prenantes fassent du lobbying pour que l'antibiorésistance reste à haut niveau dans les discussions politiques, parce qu'il y a 50 000 autres trucs à discuter. Et puis les principaux leviers à l'échelle collective, c'est faire de la surveillance. On a dit surveillance de la consommation des antibiotiques, de l'antibiorésistance, et faire ce qu'on est en train de développer avec Christophe à l'échelle nationale et européenne, faire de la surveillance intégrée, c'est-à-dire homme, animal, environnement. Changer les comportements, on en a parlé, à la fois sur le bon usage des antibiotiques, mais aussi sur la prévention et le contrôle de l'infection, donc les règles d'hygiène. La recherche, évidemment, continuer à mettre de l'argent sur de la recherche, y compris sur de la recherche fondamentale, pour essayer d'élucider tous ces mécanismes complexes. Éduquer, informer, vraiment continuer à faire de la communication sur le sujet. Il y a le petit symbole qu'on porte fièrement avec Christophe. Vous portez peut-être au mois d'octobre le petit ruban Octobre Rose pour manifester, montrer l'intérêt de développer de la recherche et de lutter contre le cancer du sein. Je vous engage, la semaine du 18 novembre, c'est la semaine mondiale du bon usage des antibiotiques chaque année. Vous pouvez fabriquer ça et c'est le symbole de lutte contre l'antibiorésistance et nous sommes très fiers parce qu'on l'a mis en place dans notre projet européen la dernière fois et maintenant il a été porté la semaine dernière par le directeur général de l'OMS et par une personne en Angleterre qui promeut au niveau politique, en présence du prince William, ce symbole. Donc le prochain challenge, c'est que le prince William porte le symbole. Et là, on pourra aller sur les réseaux sociaux pour dire que c'est important. Non, je plaisante, mais voilà. Informer les gens, expliquer, etc. Et puis maintenir très haut sur l'agenda politique. Et ça marche, hein, quand on... Je suppose que vous connaissez tous la campagne des antibiotiques, c'est pas automatique, avec un objectif qui était de réduire de 25% la consommation. Ça a marché, mais depuis, ça a repris. Et quand je fais cours en amphi, mes 3e années de médecine, ils ont 20 ans, là. Donc, la campagne des antibiotiques, c'est pas automatique, c'était en 2001. Donc, ils n'étaient pas nés. Voilà. Et donc, ceux d'aujourd'hui, là, ils n'étaient pas nés. Je leur demande, c'est quoi le slogan ? Ils me disent, les antibiotiques, c'est pas automatique, alors qu'ils n'étaient pas nés. Et je leur dis, ceux d'après, vous pouvez me citer les slogans d'après ? Personne ne s'en souvient. Et si je vous demande, j'imagine que vous n'en souviendrez pas non plus. On pourra discuter après de pourquoi. Donc voilà, quand il y a une bonne information, ça marche. Merci Marie-Cécile. Donc nous arrivons à la dernière question. Donc on a vu que l'antibiorésistance, c'était encore un sujet assez prospectif. Donc quelles sont selon toi les actions de recherche prioritaires à mener à l'échelle nationale, européenne et internationale ? Alors, au niveau international, donc, je vous ai dit la quadripartite. Alors, à l'époque, c'était que la tripartite, parce qu'il n'y avait pas encore le programme environnement des Nations Unies qui était rentré dans le jeu. Mais en 2015, cette tripartite a produit le plan d'action global de lutte contre l'antibiorésistance, en demandant à ce que chaque pays mette en place un plan national d'action de lutte, avec une approche One Health, et que ces plans d'action nationaux devaient intégrer un agenda stratégique de la recherche. Donc ça, c'est en train d'être développé, pas partout, parce que le problème, c'est que les plans d'action nationaux, il n'y en a pas dans tous les pays, et que dans les pays où il y en a, c'est pas toujours financé, ou c'est difficile à financer. Donc, il y a des agendas stratégiques de la recherche aussi qui ont été du coup déclinés à l'échelle européenne. Il y a un programme qui s'appelle le GPI-AMR, qui a fonctionné pendant des années, qui est dans sa dernière année, et a commencé ce que la Commission européenne maintenant appelle des partnerships, des partenariats, un sur la santé animale et le bien-être animal qui inclut aussi l'antibiorésistance, et un sur One Health et résistance aux antimicrobiens. Donc c'est essentiellement résistance aux antibiotiques, un peu antifongique, qui est en train de définir un agenda stratégique de la recherche aussi. Et au niveau global, a été défini aussi par ce quadripartite, un agenda. Vous avez les thèmes principaux, hein, on retrouve la transmission, intervention, changement, donc behavior change, maintenant tous les changements de comportement. Donc on introduit les sciences humaines et sociales dans la recherche et c'est essentiel.
même si ce n'est pas évident, tout ce qui est intervention politique, etc. Et puis vous avez en transversal sur le côté de ne pas oublier d'étudier le genre, la vulnérabilité, parce que par exemple, il a été montré que dans les pays d'Afrique, qui s'occupaient des petits troupeaux de quelques chèvres ou quelques vaches, en fait, ce sont les femmes, et qu'en fait, pour des raisons multiples, culturelles, etc., elles ne vont pas aller, ou des raisons pratiques, voir le vétérinaire quand il y a des problèmes. Et donc, du coup, ça participe aussi, cette organisation des pays. Donc, voilà, d'aller sur les populations vulnérables, c'est très important aussi. Et au niveau français, on essaye de se structurer. Donc, peut-être vous connaissez, j'espère. Il y a le plan prioritaire de recherche antibiorésistance qui a été mis en place il y a quelques années. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a débloqué 40 millions d'euros pour des programmes de recherche pour lutter contre l'antibiorésistance, avec des programmes, des projets de recherche à plusieurs millions d'euros qui sont en train d'être déroulés. Et puis, 3 projets structurants. Un sur des données omiques, un sur tout ce qui est justement sciences humaines et sociales, et un autre qu'on co-coordonne au niveau français qui s'appelle Promis. Donc vous pouvez aller voir sur notre site internet, c'est amr-promis.fr. Donc vous avez ici une carte de France avec l'ensemble des institutions qui sont représentées. Donc ça, c'est des actions structurantes. L'idée est de dire, OK, si on veut faire du One Health, la première des choses, c'est qu'il faut se parler. Pour se parler, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut se rencontrer. Donc en fait, c'est un lieu de rencontre, Promis. C'est un club de rencontre pour faire du One Health antibiorésistance. Et donc, on a réuni des réseaux de santé humaine, de santé animale. Et puis, sur l'environnement, on a fait émerger, à travers cette action Promis, un réseau dont a un petit peu parlé tout à l'heure Christophe, qui s'appelle AMR-ANV, que Christophe co-coordonne pour la France avec Didier Hoquet, qui est à Besançon. Et on a dedans, je ne sais plus, 25 au moins unités de recherche, quelque chose comme ça, une vingtaine d'unités de recherche qui travaillent toutes individuellement sur l'antibiorésistance, mais on les fait se rencontrer, parler pour arriver à des indicateurs communs où on a montré, Christophe pourra en parler après dans les questions si vous le voulez, mais on essaye de structurer et on structure aussi de la même façon au niveau européen à travers une action qui s'appelle UJAMRI, qui fait aussi, entre autres, de la surveillance intégrée One Health. Et le réseau AMR-ANV français, on est en train de le décliner, on commence, au niveau européen. Et je vous ai parlé tout à l'heure du réseau IARSnet pour la surveillance de la résistance chez l'homme. On a développé dans cette action IARS VET pour surveiller la résistance chez les animaux malades, y compris les animaux de compagnie. Et on veut développer pour les 4 ans qui viennent, à l'échelle européenne, IARS-ANV, c'est-à-dire faire de la surveillance dans l'environnement. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces explications. Donc, je pense qu'on va pouvoir ouvrir le débat et prendre des questions dans la salle. Bonjour, merci beaucoup pour ces explications très intéressantes. J'avais une question sur l'agriculture. C'est vrai que vous n'en avez pas beaucoup parlé, un petit peu sur l'élevage. Vous dites que les biocides et les métaux lourds exercent une pression. Donc quand on pense biocides, métaux lourds, moi, immédiatement, ce qui vient à l'esprit, c'est les pesticides qui sont utilisés massivement en agriculture. J'ai fait un calcul très rapide, certainement à revoir, mais la quantité d'antibiotiques délivrés aux personnes, ça se compte en centaines de tonnes sur la France, sur une année, alors que les pesticides utilisés en agriculture non biologique, c'est des dizaines de milliers de tonnes, un facteur 100. Et je me dis, est-ce que là, il n'y a pas comme un éléphant dans la pièce sur le sujet, en disant tous ces poisons qu'on répand dans l'environnement, font-ils pas une pression peut-être plus diffuse, moins localisée, mais beaucoup plus importante en cumulé, et donc un effet potentiellement cumulé aussi très important et qui passerait sous les radars? Est-ce que c'est une hypothèse qui a été testée? Est-ce que c'est quelque chose qui serait plausible? Voilà. Oui, je vais essayer de répondre. Alors sur les antibiotiques dans les sols, c'est quelque chose qui est
assez étudié en France. Vous avez l'INRA qui s'est beaucoup penché sur la question. Alors après, il faut vous rappeler le premier schéma que j'ai fait sur la microbiologie des sols. Donc si on considère au départ qu'on a un écosystème équilibré, lorsque vous allez ajouter des intrants, qui soient pesticides, qui soient antibiotiques, qui soient épandage d'éboues, qui soient fumier, lisier, vous allez impacter cet écosystème. Alors ce qui nous a intéressé, c'est de voir quel type d'impact ça avait. Est-ce que ça tue les bactéries? Est-ce que ça les modifie? Est-ce que ça modifie les écosystèmes? Et ça, dans quelle concentration? Alors si je parle, je ne vais pas parler pesticides, parce que le pesticide, c'est un agent qui arrive en plus. C'est quelque chose qui va ajouter à la pression de sélection, si on reste sur les bactéries, qui va ajouter de la pression de sélection. Si je reste sur l'épandage d'éboues, l'épandage d'éboues, d'abord, c'est pas beaucoup par rapport au lisier fumier. Alors, on a fait des expériences d'épandre des boues à des concentrations classiques qui sortaient d'un bassin de boue activé classique après les traitements et de regarder si ça modifiait la microflore du sol. Alors ça, après 3 ans de mesures, on n'a pas trouvé de modification des écosystèmes et encore moins de bactéries résistantes. Alors on a utilisé les doses classiques. Après on a un peu rajouté des antibiotiques pour tricher un peu dans nos boues. Effectivement, si vous multipliez par 5, 10 les doses d'antibiotiques, vous commencez à avoir un effet. Alors, on a été voir chez nos collègues de l'INRA. Alors, chez l'INRA, ils ont fait plus à Grignon, ils ont fait plus de 10 ans d'épandage de boue, lisier, fumier sur les sols, sans avoir de risque avéré, c'est-à-dire de développement de résistance spécifique par rapport à ce qu'ils mettaient. Ce qui est plutôt positif. Mais retenez bien une chose, quand on est dans l'étude des risques, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à montrer quelque chose que ça n'existe pas. C'est la base de l'étude Covid qu'il y avait eu, en disant c'est pas parce qu'il n'y a pas de Covid dans les eaux qu'il ne faut pas le chercher. Et si on n'en trouve pas, c'est qu'on ne sait pas le trouver. Donc les résistances, c'est un peu pareil. On essaye de voir si on a un impact de ces intrants sur la microflore du sol. Et c'est-à-dire que c'est plus complexe que ce qu'on croit. Et il faut des études à long terme. Donc là, c'est la vision un peu optimiste. Fumier lisier, c'est plus compliqué. Parce que les fumiers lisiers, les doses sortent directement de l'animal. Il y a eu peu de traitements lorsque vous épandez du lisier. Et là, vous avez plus de risques si vous avez des bêtes en traitement. D'où l'importance de traiter de la baisse des médicaments vétérinaires chez les animaux pour éviter d'avoir des lisiers et fumiers contaminés. Voilà. Alors sur l'impact global des pesticides qu'on dépend dans les sols, ça, je pense que vous avez la réponse puisque vous posez la question. C'est des choses qu'on essaye de réguler, que les gens essayent de réguler maintenant. Est-ce qu'on a répondu? Et juste sur les biocides, ne pas oublier qu'il en est déversé beaucoup aussi dans les effluents d'hôpitaux, puisqu'on fait l'entretien des locaux et qu'on utilise beaucoup de biocides. Et c'est pour ça que maintenant, il y a de plus en plus aussi à la fois pour un côté... alors, les gens ne le font pas pour le côté antibiorésistant, ça a un impact, mais pour plutôt un côté développement durable, des techniques avec des techniques de nettoyage, avec des nouvelles matières, où on nettoie à l'eau, en fait. Donc, nous, l'hôpital de la mère et de l'enfant, dans mon hôpital, le nettoyage de l'entretien des locaux ne se fait qu'à l'eau, avec des microfibres. On n'utilise plus de biocides. Mais bon, Christophe, qui va prélever régulièrement dans les effluents de l'hôpital... retrouve plein de choses, et notamment les lingettes aussi, qui avec imprégnées, mais qui ont été imprégnées aussi. Donc il y en a aussi. Malheureusement, les biocides, il n'y en a pas que en agriculture. Les plus fortes résistances qu'on ait trouvées, c'est les résistances aux ammonium quaternaires, ce qui n'a rien à voir avec un antibiotique. Mais c'est les plus fortes résistances, ces résistances sont associées à des résistances aux antibiotiques. Donc vous ne prenez pas d'antibiotiques, mais vous êtes quand même porteur de résistance à cet antibiotique. Oui, bonjour. Tout à l'heure, en termes de statistiques, vous avez évoqué les décès directement imputables à l'antibiorésistance et des décès associés. Donc, c'est quoi la différence? Alors, c'est là où ça devient compliqué. Je vais essayer d'être compréhensible. C'est l'exemple que je disais tout à l'heure. Vous ne dites pas que votre voisin est mort de l'antibiorésistance. Donc, si je reprends l'exemple d'une pneumonie, vous pouvez avoir une pneumonie avec une bactérie résistante à tout, qui fait que vous n'allez pas pouvoir trouver un antibiotique efficace. La personne va mourir. Donc ça, c'est de la mortalité attribuée. Et de la mortalité associée, c'est que vous avez la pneumonie, ok,
le patient, pour des raisons X ou Y liées au patient, s'aggrave, liées à la relation hôte pathogène s'aggrave, mais s'ajoute le fait que c'est une bactérie résistante, donc ça ne va pas venir améliorer la chose. La personne serait probablement néanmoins décédée, mais le fait que ça soit dû à une bactérie résistante a aggravé le facteur menant au décès. Je ne sais pas si je suis claire entre la différence. Mais c'est complexe, hein, il y a vraiment des méthodologies. C'est pour ça d'ailleurs, si vous regardez une étude européenne sur le nombre de décès par an en France et une étude qui a été faite par Santé publique France disait 5000 décès liés à l'antibiorésistance en France, quand le CDC à l'Europe disait 33 000 décès pour la France, pour l'Europe, et je crois 12 000 pour la France. Donc on passait de 5 000 à 12 000, parce que la méthodologie des épidémiologistes n'était pas tout à fait la même. Bonjour. Pour rebondir sur les maladies qui sont de plus en plus difficilement traitées dues à des multirésistances, on entend de plus en plus parler de l'utilisation de bactériophages. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est sur une fausse bonne idée? J'entends, est-ce que ça peut être généralisé en population? Alors, très franchement, vous m'auriez posé la question il y a une petite dizaine d'années, je vous aurais dit, bouf, je sais pas, parce que c'est quand même des virus, hein, c'est des virus de bactéries, ça va donner quoi? Je m'étais dit, ça donnera quoi à long terme? Intégration dans le génome, d'autres bactéries, etc. Force est de constater qu'aujourd'hui, on a quand même peu de nouveaux antibiotiques, hein. Il y a très très peu d'industriels qui mettent de l'argent en R&D sur des nouveaux antibiotiques. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet économique majeur. Tout ça parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, parce que les règles économiques, les incitations, enfin, les règles économiques sont les mêmes pour les antibiotiques que pour d'autres médicaments, ce qui en fait ne peut plus marcher. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les incitations économiques, ce qu'on appelle les pull incentives, pour remettre les industriels dans le jeu de la découverte de nouveaux antibiotiques. Parce que ça coûte des millions et des millions et des millions d'euros ou de dollars. Et des fois, pour une fois, ça va marcher, vous allez avoir un nouvel antibiotique. Mais qui après, nous, en tant que microbiologistes, en tant que cliniciens, on va dire hop, 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 il ne faut pas trop le prescrire parce qu'on ne veut pas avoir 50 000 résistances. Donc le retour sur investissement pour eux, il est peanuts. Donc il faut changer ça. Et donc pour les bactériophages, maintenant, il y a de plus en plus d'études. Donc effectivement, il y a une équipe à Lyon qui travaille beaucoup là-dessus, Frédéric Laurent et Tristan Ferry. Donc c'est de plus en plus utilisé pour des infections graves, et c'était plutôt en local, des infections ostéo-articulaires graves, des pieds diabétiques graves, des choses comme ça. Et de plus en plus, il y a des études sur l'utilisation aussi en systémique, c'est-à-dire par voie générale des bactériophages. C'est aussi utilisé en médecine vétérinaire. Et la problématique qu'on a, que ce soit en médecine humaine ou en médecine vétérinaire, c'est la réglementation. Pour l'instant, il n'y a pas de réglementation vraiment sur l'utilisation. Et donc, tout le monde attend ça. Et donc, dans le cadre de l'action européenne, la UJAMRAI qu'on coordonne, on a commencé, il y a un Work Package axé aux antibiotiques, parce qu'il n'y a pas que le fait... Ce qui joue aussi sur le fait qu'il n'y ait pas du bon usage, c'est qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas accès à certaines molécules simples. Et donc, on va donner des molécules à bien plus large spectre, alors qu'il n'y a plus accès à de la pénicilline, parce qu'on n'en fabrique plus. Donc il y a des trucs, voilà, et dans les pays à bas et moyens revenus, c'est pas tellement qu'ils consomment trop d'antibiotiques, c'est qu'ils aimeraient bien en avoir, justement. Et donc il y a tout ça c'est pour ça que c'est très politique, il y a tout un ensemble. Et donc, dans le cadre de la UJAMRAI, on va aussi, dans ce Sport Package sur l'accès aux antibiotiques, avoir une réflexion spécifique sur bactériophages, comment on peut aller. Et l'OMS a fait, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, un webinaire consacré aux bactériophages. Donc, je pense que c'est accessible online. Mais oui, donc oui, probablement un futur. Comment, pour quelles infections, c'est encore à définir. Mais en tous les cas, à regarder... avec intérêt. Et puis, il y a des sociétés en France, notamment une, qui travaille là-dessus. Merci.
Après, on a quelques questions en ligne qu'on traitera aussi. Merci. Oui, donc vous parliez tout à l'heure, effectivement, c'est des choses qui arrivent. Vous parliez tout à l'heure des facteurs de transmission, des hotspots qui vont permettre aux antibiotiques de se retrouver dans l'environnement, mentionnant notamment les hôpitaux et le fait qu'ils sont responsables, que 80% des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques se trouvaient donc dans ces secteurs-là. Est-ce qu'il y a des réglementations qui sont prévues ou des études qui sont en cours pour aussi, excusez-moi pour la formulation, réglementer le taux d'antibiotiques en eau de sortie des hôpitaux pour traiter du coup le problème plus à la source? Non, pour l'instant, il n'y a pas de réglementation. Il y a de la surveillance de médicaments ou certaines molécules au niveau européen. Je crois qu'il y en a 2 dans la réglementation des antibiotiques, 2 ou 3. Oui, un peu plus. Une dizaine. Ouais, et 5 ou 7. Maintenant, oui. Ouais. Donc il y en a quelques-uns, mais ils sont seulement surveillés. Mais c'est des médicaments, c'est pas des antibiotiques. Ouais. C'est des médicaments. Les antibiotiques, c'est 2 ou 3. Et donc, voilà. Alors, la problématique des hôpitaux, si je peux étendre ça, elle est un peu plus complexe parce que, en fait, c'était la première interrogation. Est-ce qu'il ne faut pas traiter les eaux d'hôpitaux parce qu'elles sont source de polluants microbiens, de bactéries multirésistantes. Donc si on les traite, ça fera toujours ça de moins dans le milieu. Alors, on s'est vite aperçu que c'était une fausse bonne idée, puisque ce qu'on s'est aperçu, c'est que la plupart des bactéries, enfin la majorité des bactéries arrivaient par le réseau urbain, du fait du rapport entre la quantité d'eau rejetée par un hôpital et la quantité d'eau rejetée par la ville. Donc ça a vite équivalait mieux au niveau rentabilité, avoir une station municipale centralisée qui permette de traiter tout ça. Donc ça, c'est une étude qui a duré 5 ans sur un site qui s'appelle Cipibel, qui est assez connu, où il y avait un hôpital qui a été construit en même temps qu'une station d'épuration, et où le préfet avait dit non, moi je ne refuse que l'effluent soit mélangé si on n'a pas la preuve de l'innocuité de cet effluent. Donc la chance qu'on avait, c'est qu'en sortie de l'hôpital, c'est l'Arve, qui est une très grosse rivière torrentielle, donc qui dilue bien tout ça. Mais on s'est aperçu aussi qu'il valait mieux traiter l'effluent. On avait une dilution, je ne sais plus, de 3000 à peu près, 3000 fois entre l'effluent urbain et l'effluent hospitalier. Mais c'est une question qui est importante parce qu'il y a d'autres pays qui ont décidé, alors notamment des hôpitaux qui ne sont pas connectés à un réseau urbain, qui ont décidé de faire des pré-traitements sur leur hôpital directement pour essayer de minimiser les charges. Alors ils traitent tout, c'est-à-dire médicaments et bactéries. Voilà, donc ça dépend. Puis la deuxième question, c'est aussi une question économique. C'est qui paye si vous construisez une station dans l'hôpital? Est-ce que c'est la sécurité sociale ou est-ce que c'est le citoyen de la ville? Donc voilà, il y a des questions aussi toujours économiques qui se posent derrière. Mais il y a des choses qui se pensent quand même au niveau de traitement des effluents hospitaliers. Donc, je vais vous prendre une question en ligne. Quel type de désinfection vous semble plus pertinent à mettre en place pour réduire le risque AMR à la sortie des steppes? Moi, je ne suis pas concepteur de station pour le coup, mais ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire qu'on a des procédés membranaires qui réduisent fortement la charge bactérienne. Ce n'est pas une désinfection, mais c'est quand même une réduction. Alors, tout dépend de l'usage que vous voulez faire après. Si vous voulez vraiment désinfecter les eaux, il faudra désinfecter les eaux, c'est-à-dire avoir d'autres procédés plus intrusifs, chimiques notamment, chloration, des choses comme ça, pour avoir vraiment une eau désinfectée. Est-ce que c'est le rôle de la station? C'est toujours des questions qui vont se poser dans le cas de la reuse. Est-ce qu'on veut faire de l'eau potabilisée ou de l'eau acceptable dans certains process? C'est pas tout à fait la même chose. Donc actuellement, ce qui se développe, effectivement, mais vous le savez mieux que moi, c'est effectivement les procédés poussés de membrane, qui sont un compromis entre une bonne efficacité sur la réduction de la charge bactérienne et l'efficacité. Voilà. Après, effectivement, vous pouvez, tous les procédés existent pour désinfecter, mais ça dépend de l'usage que vous voulez faire, comme vous le savez. Merci, j'enchaîne du coup. Parmi les principales causes du développement de la résistance aux antibiotiques, est-ce qu'on sait s'il y en a qui contribuent beaucoup plus que d'autres, antibiotiques consommés par les humains, par les animaux, les pesticides, etc. Ouais, c'est compliqué ça. C'est compliqué parce que vous ne pouvez pas dissocier ça de la transmission, comme je disais tout à l'heure. Alors on sait par contre qu'il y a certaines classes d'antibiotiques qui vont avoir un pouvoir sélectionnant
ou un pouvoir sur la mutation plus important que d'autres. Et donc, il y a eu, il n'y a pas longtemps, par exemple, une recommandation de la Haute Autorité de Santé pour réduire l'usage d'une classe d'antibiotiques qui s'appelle les fluoroquinolones en première intention. Donc, il n'y a plus de fluoroquinolones qui sont recommandés en première intention dans des pathologies peu sévères en France. Alors que c'est des molécules qui étaient très, très utilisées. Et si je peux compléter, c'est une molécule qu'on retrouvait beaucoup dans l'environnement. Oui, en plus elles sont stables dans l'environnement. Puisqu'elles sont stables, contrairement à la pénicilline, qu'on ne retrouve pas dans l'environnement. Ouais, donc c'est un double effet. Donc effectivement, il y a à la fois un rôle sur, la sélection, la fameuse pression de sélection. Après, c'est plus complexe que ça, parce que par exemple, les fluoroquinolones, elles ont aussi un rôle. Là, je vous ai parlé que de la pression de sélection, mais il y a aussi des mécanismes moléculaires très fins. C'est quand même, moi, je suis toujours émerveillée de ce qu'une petite bactérie que vous ne voyez pas à l'œil nu est capable de faire. Et donc, en fait, ça déclenche aussi des systèmes génétiques. Les fluoroquinolones déclenchent chez certaines bactéries des systèmes génétiques qui font que la bactérie, quand elle est en présence de certains antibiotiques, elle déclenche une réponse qui s'appelle la réponse SOS et qui est capable d'aller déclencher plein de choses, qui va faire qu'elle va plus muter, elle va faire d'autres choses. Et parmi les autres choses qu'elle peut faire, elle peut exprimer des gènes de résistance ou accélérer le transfert de gènes et récupérer un gène de résistance. Alors elle ne fait pas exprès, c'est quand même pas malin au point d'aller récupérer le gène de résistance dont elle a besoin, mais elle va augmenter le hasard des gènes de résistance qui vont lui arriver. Et puis quand elle aura récupéré le bon qui lui permet de résister à la pression de sélection antibiotique, ça s'amplifie. Donc oui, il y a un effet un peu différent de certains. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure, les ammoniums quaternaires, les métaux lourds, c'est parce qu'en fait, dans tous nos petites poupées russes, là, des fois, sur le même élément génétique, un gène de résistance va être à côté d'un gène aux antibiotiques, à côté d'un gène de résistance à des biocides, à côté d'un gène de résistance aux métaux lourds. Et en fait, quand ce système est transféré d'une bactérie à l'autre et que vous récupérez cette bactérie-là, en fait, vous allez peut-être savoir que vous avez une infection urinaire due à une bactérie résistante à tel antibiotique, mais si ça se trouve, votre bactérie, elle est aussi résistante aux métaux lourds, à des antiseptiques, et vous ne le savez pas du tout. Heureusement. Dernière question dans la salle. Merci. Je rebondis sur la question, il y a deux questions là, sur les procédés les plus efficaces pour traiter l'eau. En fait, on n'a pas beaucoup parlé des boues jusqu'à l'heure. Et je me demandais si vous aviez s'il y a déjà des études en fait, sur l'accumulation éventuelle de résistance dans le compartiment boue. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui si les filières de traitement des boues et éventuellement d'hygiénisation des boues permettent déjà de contrôler, au moins en partie, ce potentiel risque? Parce que j'ai eu l'impression de comprendre aussi qu'en termes de risque sur la santé du sol, aujourd'hui, on est plutôt optimiste. Ouais, je ne sais pas si on est optimiste, mais disons qu'on a peu moins d'inquiétude qu'on en a eu au départ des études. Ouais, alors sur les boues, le problème des boues, c'est que c'est compliqué. C'est pour ça que les gens s'y frottent pas beaucoup. C'est comme les sols, en fait. Si on regarde en France, travaillant sur résistance dans les sols, il va y avoir deux équipes, à peu près deux équipes, plus une équipe de l'INRA. Voilà. C'est parce que la matrice est compliquée, parce que les bactéries sont compliquées, parce que c'est un milieu hétérogène. Donc on a pas mal de difficultés à s'y retrouver. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on le fait pas. Et donc on essaye de travailler là-dessus. Alors il s'avère qu'on a effectivement de la résistance qu'on trouve dans les boues d'épuration. C'est-à-dire ce qu'on va trouver dans les eaux, on va le retrouver quasiment systématiquement dans les boues, mais avec des concentrations bien différentes. Alors ce qu'on avait fait sur l'étude de Cipibel, dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'on avait suivi les boues mixtes, c'est-à-dire mélanger effluents hospitaliers et effluents urbains, et les boues typiquement hospitalières et les boues urbaines pures. On s'aperçoit que les boues hospitalières sont beaucoup plus chargées en effluents spécifiques. Alors on ne dit pas que le risque est plus important. C'est-à-dire que les gènes spécifiques de résistance, il y a une signature, ce qu'on appelle une signature génétique qui est un peu différente. Et la phase d'après, c'est est-ce qu'il y a des risques à épandre ces boues? Les risques, ils sont oui. Voilà, c'est-à-dire clairement, on a dit des boues hospitalières, on ne va pas prendre le risque de les épandre. Et donc ça, c'est incinéré. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que les boues mélangées, le profil, la signature, n'était pas beaucoup différente.
du fait de la dilution, en fait, pas beaucoup différentes des boues. Alors, c'est des boues qui n'étaient pas chaulées, donc il n'y a pas eu de désinfection avant. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, on a estimé, enfin, le législateur, parce que nous, on donne les résultats, le législateur a estimé que le risque était faible pour un épandage. Le résultat, c'est que tout a été incinéré, en fait, à la fin. Puisque c'est près de la frontière suisse, donc on ne prend pas de risque. Voilà. Mais c'est un peu les questions qui se posent. C'est-à-dire jusqu'où on peut aller dans l'évaluation des risques. Donc après, alors, c'est que va-t-on faire des boues? Et c'est l'action sur le sol. On sait que le sol, ça va aussi réduire la charge bactérienne. C'est-à-dire que si on compte 1 ou 2 logs de bonus, d'effets, on se dit, là, on a quand même un intérêt à le faire. Alors, je sais qu'en France, on est beaucoup partisans de l'épandage agricole, donc on essaie d'avoir une vision assez rationnelle des risques qui vont être engendrés par ça. Et donc, ce qu'on estime, c'est que le transfert de gènes de résistance, pour le moment, on ne démontre pas d'activité particulière de transfert de risque. Effectivement, l'écosystème, quand tu mets des boues d'épuration, ça va un peu varier, ça ne va pas être les mêmes bactéries. Mais on n'arrive pas à démontrer des transferts spécifiques de gènes qui seraient liés à des bactéries de l'environnement, des bactéries du sol, qui capteraient des bactéries qui viendraient de la station d'épuration. Donc, bonne nouvelle. Si tu fais des méthodes normales, si tu fais de la métagénomique, là, tu commences à voir des mouvements qui se passent, mais c'est beaucoup plus compliqué à interpréter les mécanismes. Mais ça commence, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Alors, à la fois dans les eaux, parce que la reuse a relancé un peu cette problématique. Et le Covid a beaucoup relancé l'étude des boues et des phénomènes de transfert de gènes dans les boues. Voilà. Donc là, il y a des choses à creuser, par contre. Merci. Merci beaucoup. On a fini, le temps s'est écoulé. Donc, merci beaucoup à nos 2 invités, Marie-Cécile Ploy et Christophe Dago. Je vous invite à répondre au questionnaire de satisfaction et à vous joindre à nous pour un petit cocktail déjeunatoire pour continuer les discussions et les échanges. Merci.